Bienvenue dans ce 7e épisode déjà de Brain and Bullshit. Je suis comme d'habitude avec mon compère Xerius et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Soukiassian, qui est notre spécialiste YouTube international, qui est le meilleur pour créer des brands d'entrepreneurs sur du contenu long, mais des entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent et qui ne veulent pas juste faire des vues. Et ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Vous n'êtes pas Yomi Denzel. Alors bon, attendez-vous, on va faire dessus du gossip, du drama, etc. Il y a tout le monde qui croit que je suis en permanence en train d'attaquer tout le monde. On va bien rigoler, je pense, pendant cet épisode. Comment ça va, les gars? Très bien, très bien. Et vous, messieurs? Très bien aussi. Content d'être là avec Dark Vador, le rouge et le bleu. Bien C'est la sûr. pilule c'est la pilule dans Matrix. Bienvenue dans mon studio YouTube à domicile. Là, on est avec Baptiste, on va découvrir des vérités sur le monde YouTube. Ça va être hardcore là. Attention, vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui va sortir dans cet épisode. Des choses que vous aurez entendues nulle part ailleurs, à mon avis. Baptiste, on l'a ramené que pour les gossips, que pour qu'ils disent des secrets. Non, mais c'est un bon thème, je pense. Je pense que c'est un bon thème parce que dans la création de contenu, et sur YouTube particulièrement, il y a quand même une course un petit peu aux vues, aux abonnés, et c'est la classe d'avoir beaucoup d'abonnés. Et en fait, tu es naturellement tenté d'aller vers ça. Et d'ailleurs, YouTube te félicite quand tu vas vers ça, te met des petits scores en mode c'est bien et tout. Et en fait, c'est vrai que quand tu le fais, moi je l'ai fait sur certaines vidéos, tu es content parce que tu vois les vues monter, tu vois les abonnés monter et tout. Mais en fin de compte, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça rapporte derrière? Et est-ce que c'est vraiment aligné avec les objectifs? Et en fait, souvent non. Et d'ailleurs, tu vois au fur et à mesure que les vues augmentent, la qualité des commentaires se dégrader. Tu vois que tu es en train de... tu vois que Enfin bref, c'est assez frappant. Et je pense que c'est un bon point de départ pour cet épisode, pour les gens qui écoutent, de se dire, quand je crée du contenu, pourquoi je le fais, quoi. Et du coup, ça va déterminer le comment. Le pourquoi va déterminer le comment. Je pense qu'il y a une erreur d'analyse de beaucoup de gens, tu vois. Ils vont regarder Yomi, tu vois, qu'on a allègrement utilisé pour faire cliquer sur cette vidéo. Et ils vont se dire, ouais, Yomi fait des contenus comme ça, comme ça, comme ça, donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la nouvelle génération d'entrepreneurs, etc. Et ils ne voient pas deux points clés très, très, très importants. C'est que Yomi, il y a 6 ans, il faisait des tutos Shopify et des tutos trouver son produit sur les sites en ligne pour faire du drop. Et aujourd'hui, il a des produits qui s'adressent potentiellement à toute personne sur Terre qui voudrait gagner de l'argent sur Internet et qui n'a pas de compétences spécifiques à part celles qui vont apprendre bientôt. Donc, non seulement il a fait ses armes année après année il a commencé très, 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 très niché et il a ouvert au fur et à mesure des années. Mais en plus de ça, il a un produit qui va avec ça. Et en fait, si moi, demain, je fais une vidéo avec François Hollande, je sais pas, de faire des dizaines de milliers de vues, c'est sûr, tu vois. Mais pourquoi faire? Ça sert à quoi? Je ne les rentabilise pas. Pire encore, je vais faire une vidéo avec Mélenchon, faire des centaines de milliers de vues de gens qui n'aiment pas l'argent et qui arrivent chez moi. Autodestruction du business. Ça fout ma vie en l'air. Et je pense qu'on ne fait pas assez attention. Un YouTuber est là pour faire de l'attention. Un entrepreneur est là pour faire la bonne attention. Et la bonne attention, c'est la plus nichée possible et prête à acheter jusqu'à ce que tu aies atteint toute cette poche d'audience et on passe à celle du dessus. Et Xerius, j'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que ta chaîne YouTube, toi, tu as testé plein de choses dessus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, tu me diras, hein, que tu n'en as plus rien à foutre de chercher des vues, du clic, des machins, des trucs, et tu vas vraiment ultra deep sur ton expertise métier de web market, d'ads, d'acquisition, de VSL, etc. Et c'est là que ta chaîne maintenant ramène le plus de trafic qualifié. Ouais, c'est drôle parce que justement là, j'ai décidé cette année de ne pas faire d'ads, de ne pas faire de testing de mon côté sur Wheelever. Et parce que d'habitude, je fais plein de testing pour tester, pour m'amuser, pour voir un peu les angles et ça a aussi beaucoup de valeur pour les clients. Mais là, j'ai décidé de me concentrer sur YouTube. Et donc, j'ai engagé un monteur et tout. Et j'étais frustré à fin d'année 2024. J'étais là en mode,
ma chaîne YouTube a pris 75 abonnés dans l'année, tu vois, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, putain, j'ai investi 1000 euros par mois pour 75 abonnés, donc ça représente énormément, quoi. Et donc, j'en parlais à Baptiste, justement, je lui disais, ok, ça m'embête. Donc, est-ce que tu as une solution? Genre, c'est quoi ton avis d'expert sur ça, tu vois? Et là, en fait, je me rends compte que, certes, j'ai pas d'abonnés, mais là, sur le début d'année 2025, j'ai à peu près 3-4 calls par semaine qui arrivent dans mon agenda. Deux, en fait, j'imagine, de toute l'année 2024. Et malgré le fait que ça n'a pas pris des abonnés, ça envoie des calls. Alors certes, 3-4 calls, je ne vais pas faire des millions, mais 3-4 calls ultra qualifiés et je signe 50% sur un produit à 5K, bah, c'est toujours de l'argent supplémentaire qui est cool, tu vois. Et en fait, là, j'ai 450 abonnés. Je suis personne sur YouTube. Et en fait, je fais plus d'argent que quelqu'un qui a peut-être 20-30 000 abonnés, mais qui veut faire beaucoup de vues. Et ça, c'est intéressant comme prise de conscience. Je pense que tu as capté un truc, et Baptiste, je veux bien que tu nous l'expliques ce truc-là juste après. C'est que l'algorithme YouTube, il a complètement changé. Et qu'en fait, les gens s'abonnent beaucoup moins facilement. Et d'ailleurs, de manière générale, ils s'abonnent plus. C'est ultra galère d'avoir des abonnés. Ce qui est chiant parce que ça reste, le nombre d'abonnés, ça reste un petit peu du branding. Mais qu'en gros, tu peux avoir 100 000 abonnés et des vidéos qui font 100 vues. Mais tu peux avoir 100 abonnés et des vidéos qui font 100 000 vues. Et YouTube pousse de plus en plus les petites chaînes et pousse plus du tout les abonnements. Et donc, en fait, la taille de ta chaîne YouTube ne veut plus rien dire. C'est plutôt est-ce que tu fais des bonnes vidéos, quoi. Tu peux nous expliquer, Baptiste, peut-être? Ouais, carrément. Ouais, carrément. On observe ça sur la chaîne de pas mal de clients. Par exemple, là, on a un client, donc c'est un membre du mastermind où on est ensemble chez Gérald, d'ailleurs, qu'on embrasse. Chaîne vide, vidéo, bim, 4000 vues, de niche, bien quali, tu vois. Alors qu'avant, c'était très, très compliqué. Tu as des grosses chaînes aussi maintenant qui performent beaucoup moins. Et finalement, le game change un petit peu là-dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui se lancent, du coup. Et ça nous rappelle que, du coup, si la qualité du contenu est là et que l'angle choisi est bon, tu peux faire des miracles, quoi. Et après, c'est vrai que sur le sujet de, OK, est-ce que tu fais des vues ou de l'expertise, je pense qu'il y a aussi un sujet de connecter l'expertise à des sujets qui attirent plus l'attention que soi quand on n'a pas encore une réputation énorme et surtout qui attirent l'attention de nos prospects rêvés. Bon, l'exemple le plus flagrant de faire plus de vues en parlant de son expertise, ça va être, là, il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 jours où c'est un comptable qui analyse le drama qu'il y a eu, par exemple, entre Villebrequin. Donc, c'est une grosse chaîne YouTube où ils se sont séparés, il y a eu des embrouilles et tout. Et en fait, il a fait numéro 1 des tendances YouTube en parlant de compta. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce drama Villebrequin s'arrête une bonne fois pour tous, parce que moi, avec ma casquette, mes lunettes, à parler d'argent, j'ai la moitié de mes commentaires de haters. Les commentaires, c'est pas à nous, Pierre Chabrier rend l'argent. je me fais troller de ouf, j'en veux plus. Ah, c'est vrai. Donc j'aimerais bien qu'ils arrêtent. Hein. Et du coup, vivement qu'ils s'arrêtent. Mais là, c'est un exemple un peu extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que même par exemple, si on prend le cas de Xerius, ok, est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, moi, la question que je chercherais à me poser, c'est est-ce qu'il y a des sujets qui attirent déjà l'attention de mes prospects rêvés ou des personnes qui attirent leur attention, sur lesquels je peux calquer mon expertise. Par exemple, si toi, tes clients Xerius, c'est des entrepreneurs qui sont fans de XYZ, est-ce que je peux faire des vidéos où je sais pas, j'analyse le tunnel de vente de tel mec connu qui va driver de l'attention, mais de gens concernés, et qui va, au lieu de faire, on va dire, 300, 500 vues, faire 5000, 10 000, mais pas 10 000 vues random, quoi. Et en tout cas, moi, c'est la strat que j'ai mise en place sur ma chaîne et qu'on teste sur celle de certains clients, qui est pas mal parce que, en fait, ça permet d'aller chercher quand même un facteur x5, x10 sur les vues, mais en restant dans les vues très, très, très quali et en gardant cet effet où des fois, tu as une vidéo moi, j'ai certaines vidéos qui ont fait 2000 vues et qui ont ramené 10 000 balles de CA, quoi. Et ça, c'est quand même cool. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à... Là, en ce moment, je suis à fond sur la bourse et tout, et je regarde les vidéos de la chaîne Finery. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Putain, le mec fait des vidéos, il partage son écran, il analyse voilà, des portefeuilles de personnes, donc ça peut être des célébrités, des ministres, etc. Mais aussi d'agriculteurs, de chauffeurs routiers. Et en fait, je trouve que ces vidéos font énormément de vues pour une vidéo qui est
facilement faisable. Genre en termes de production, il partage son écran, c'est sa webcam et après il fait des cuts. Et je trouve que justement, il joue sur l'exposition médiatique d'une personne pour ramener ensuite dans son business. Je trouve qu'il le fait très très bien. Et lui, le format marche aussi parce qu'il a des casquettes de crédibilité qui lui permettent de faire ces formats-là. Donc lui, par exemple, il va dire, moi, je suis conseiller en investissement. Et donc, il va pouvoir brander ses vidéos, tu vois, genre conseiller en investissement vous dit comment investir vos 1000 premiers euros ou trucs comme ça. Et c'est intéressant aussi de faire la liste, je pense, de Season Fair Advantage à soi. Parce qu'on ne va pas concurrencer les gens de la même manière. Enfin, on n'a pas les mêmes avantages concurrentiels tous, quoi. J'ai un exemple sur le même genre de thématique que Finery. On a quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Joe de la chaîne Boursogramme. Ouais. C'est pas du tout le même type de contenu. Il est ultra pointu en finance, notamment en small caps, et il s'adresse aux gens en disant je suis un jeune actif papa, voici comment j'investis, tu vois. Et c'est pas du tout la même casquette que Finery. Finery, d'ailleurs, ça me crée un problème psychologique parce que je suis un peu fâché, mais fâché tout seul, je ne vais jamais parler avec Mounir, vu qu'il a dit des choses pas sympas sur des gens que j'aime bien et avec de la mauvaise foi intellectuelle. Mais à côté de ça, je le trouve trop fort. J'aime beaucoup son appli et je suis client et j'aime son contenu. Donc, comme quoi, on peut être un peu entre les deux. Je suis un peu perdu émotionnellement dans tout ça. Mais ce que je veux dire, et effectivement, ça rejoint Baptiste, c'est que en fonction de qui je suis, comment je me positionne, je crée du contenu qui est là pour parler de mon produit, en fait, finalement. Et il y a une erreur que tout le monde a fait, je pense qu'on l'a tous fait ici au moins une fois. C'est Gary Vaynerchuk qui l'expliquait bien. Si je suis plombier dans le Vercors et que je veux créer du contenu sur YouTube, mon premier réflexe est de créer du contenu de plomberie. Sauf que qui sont les gens qui regardent du contenu de plomberie sur YouTube? C'est des gens qui veulent faire tout seuls. Soit parce qu'ils sont bricoleurs, soit parce qu'ils sont radins. Et donc en fait, ces gens-là ne feront jamais appel à moi. Donc, si je suis plombier dans le Vercors, il vaut mieux que je fasse du contenu sur le top 10 des tartelettes ancestrales des restaurants du Vercors, qui vont être regardés par papy, mamie du Vercors, qui eux ont souvent besoin de plombiers. Et ça, on oublie ce truc-là, en fait. C'est qu'on fait du contenu non pas sur son expertise, mais sur le centre d'intérêt de sa cible. Et ça, Yomi l'a mieux compris que les autres. Tellement. Et ça, justement, je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour un entrepreneur. Justement, tu as mis le doigt sur la douleur que je revois le plus souvent. Mais enfin, la douleur, ils n'en ont pas conscience. Ce matin, j'étais justement en train d'analyser une vidéo YouTube d'une partenaire. Et putain, j'ai rien compris à la vidéo, quoi. Genre, vidéo, je regarde 10 minutes et je suis comme ça en mode, je ne comprends pas un mot. Donc, c'est expertise très technique sur au sujet de dans un sujet médical, etc. Et là, je me dis, waouh, syndrome de l'expert. Et en fait, ça se trouve, je fais la même chose dans le marketing. Genre, quand je parle, funnel, ads, CTR, machin, en fait, je fais la même chose, mais c'est dur de le voir pour soi parce qu'on est soi-même expert de son propre sujet, en fait. Et niveau pédagogie, je pense que si on arrive à faire des contenus top of funnel, vraiment très pédagogue et s'adresser à notre cible et non pas à nous-mêmes, dans ce cas, on fait la différence, en fait. Ouais, je pense que ça dépend aussi si tu vends du done for you ou tu vas faire pour les gens ou si tu vends du done with you. Ou du coup, je pense que ta posture dans la création de contenu va être un peu différente. Done with you, tu es en mode voilà, je vous donne tous les secrets, achetez l'implémentation ou ce genre de truc. Done for you, je pense qu'il y a peut-être plus effectivement un enjeu de même pas forcément leur expliquer tant dans le détail, mais plutôt leur montrer des études de cas, des choses, des exemples de leurs confrères, des trucs comme ça. Moi, je sais qu'on avait fait une vidéo ensemble avec Jérémy et du coup, je sais pas, les gens, ils me, ils me disent tous je veux comme Jérémy, du coup, dans les calls, alors qu'elle a fait 1000 vues, quoi. Donc c'est plusieurs manières d'aborder le truc. Et sur l'exemple de Yomi ou des gros en général, en fait, c'est vrai que en fait, le réflexe, je pense, quand tu commences ta strat YouTube, c'est de regarder les gros du marché, de trier leurs vidéos par les plus populaires et de dire bon bah c'est ça qui marche, je vais faire pareil. Et je pense que la question, par contre, qu'on se pose pas assez et qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt de cette personne à créer ce contenu-là? Et est-ce que mon intérêt à moi est aligné avec le sien?
Et en fait, la plupart des cas, non. Comme disait Yomi, il vend des choses à tout le public francophone. Hormozy, il vend School, pareil, à tous les gens qui s'intéressent au business. Il vend ses livres à tous les gens qui s'intéressent au business. MrBeast, il vend des barres chocolatées. Iman Gadzhi, il vend des lunettes et de l'eau. Si Je t'es, pense du coup, que je ouais. pense que j'ai trouvé le titre de cet épisode d'ailleurs. L'épisode va s'appeler L'arnaque de vouloir copier Yomi Denzel. Parce que en fait, on pense que c'est une bonne idée en fait. Genre, il est fort, ça marche pour lui, donc je dois faire pareil. Non, tu regardes où il est aujourd'hui, tu regardes pas d'où il vient et tu regardes pas toutes les étapes qu'il a fait année après année. Tu vois. C'est comme si tu dis bon, le meilleur coureur au monde, c'est Kylian Jornet. Je vais m'entraîner comme lui. Mais tu vas mourir en fait. Tes jambes vont tomber. Et en fait, il faut regarder comment il a couru la première fois qu'il a couru. Et c'est vrai pour la création de contenu sur YouTube, mais c'est vrai pour le marketing, c'est vrai pour les vaisselles, c'est vrai pour la vente, c'est vrai pour tout. Tu vois. C'est pour ça qu'on ne fait pas des challenges de 5 jours quand on vient de débuter. C'est pour ça que toutes ces choses qui sont des meilleures façons d'absorber du volume et de grandir quand tu vas passer de certains paliers, c'est de la merde si tu débutes. Tu vas te planter. Ça me fait penser à une vidéo d'Alex Baker qu'il a fait il y a 4 ou 5 ans. Franchement, cette vidéo, je la regarde régulièrement et elle s'appelle genre Don't copy me, genre ne me copie pas, ne copie pas Sam Ovens, sois toi-même, un truc comme ça. Et en fait, il explique genre tous ceux qui ont réussi et que tu envies et tout, si tu leur demandes qu'est-ce qui a fait ton succès, genre pourquoi tu réussis aujourd'hui, toi, Jérémy, tu vas te dire, quelle est la compétence que tu voudrais transmettre à ton enfant, par exemple, tu vois. Ce serait quoi si tu devais en transmettre qu'une? Probablement la vente ou le copywriting. C'est probablement ce qui m'a Ok. le plus aidé, tu vois. Et c'est pas une Ouais. compétence qui me sert aujourd'hui. C'est celle qui m'a servi de zéro, en fait. Donc, ok, la vente ou le copywriting. Et toi, Baptiste? Oula. Bonne question. La communication avec les autres humains. Une forme de vente aussi, mais ouais. Ok, moi, ça serait l'apprentissage constant. Un truc comme ça. Genre, je pense que si tu apprends dans n'importe quel monde, tu seras C'est pas capable con. de faire ce que tu veux. C'est un peu une réponse hack, tu vois. Genre, c'est facile. Tu peux apprendre la vente, tu peux apprendre la connexion aux autres. Ouais, mais c'est la bonne réponse, tu vois. C'est la curiosité de l'apprentissage immersif. Et moi, quand je demande aux gens qui sont les plus proches de moi qu'est-ce qui fait que sur certains sujets j'étais meilleur que les autres, ils m'ont tous répondu systématiquement ta capacité à monter en compétence très, 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 très vite sur un sujet. Donc, en fait, probablement que Xarius, c'est ta réponse, la bonne réponse, tu vois. Ouais. Et justement, le point de tout ça, c'est le pattern qu'expliquait Alex Baker, c'est que Grant Cardone, il va dire c'est la vente. Tu vas avoir Alex Baker, il va te dire c'est les idées, la création. Tu vas avoir Sam Ovens qui va te dire je sais Les plus Sam systèmes. Ovens qui disait les webinaires, ouais, les systèmes. Et en fait, genre chaque Tai Lopez, personne, le social media. Le ouais, plombier, il va te dire que c'est le tuyau de la salle de bain et le boucher va te dire que c'est une entrecôte. exactement. Donc en fait, on voit la solution par rapport à nos forces, par rapport à ce qui est naturel pour nous, en fait. Ouais. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà. Tu parlais de la vidéo d'Alex Becker que tu regardais régulièrement. Mais je sais plus pourquoi j'ai parlé de cette vidéo. C'est ça le problème. Tu voulais nous passer le point que savoir choisir ses entrecôtes, c'était la meilleure compétence, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et qu'il fallait copier Yomi Denzel. On voit qu'aux États-Unis, c'est Trump et Musk qui mènent la danse, hein, parce que sinon, on parlerait de quinoa. Là. Le monde a changé. C'est clair. Je suis très déçu parce que le moment où on enregistre et le moment où on va diffuser, il y aura 10-15 jours de latence. Sinon, on aurait pu parler d'un président des États-Unis qui rug 500 millions à ses électeurs sur un même coin. Mais bon, on va perdre notre audience, c'est dommage. Mais ça en off, il va falloir qu'on en parle quand même. Pour ceux qui nous écouteront, Trump a son investiture le lundi. Le dimanche, il lance une crypto-monnaie basée sur rien. Donc, c'est vraiment juste ce qu'on appelle un meme coin. Donc, c'est rien. C'est donnez-moi de l'argent, en échange, je vous donne un jeton qui vaut le jeton. Et il a levé 12 milliards de valo comme ça. Il en a revendu une partie. Il a ressorti 500 millions plus les frais. Un président, quoi.
Et nous, à chaque fois qu'on vous dit la vente va vous permettre de gagner 1000 euros, on doit mettre 9000 disclaimers. Et le président des États-Unis il prend 500 millions avec un même coin à ses électeurs. Et il y a quand même, c'est pas les mêmes lois pour tous, quoi. Moralité, si tu as une personal brand, c'est fin du jeu, quoi. Non, mais de ouf, de ouf. Mais par contre, tu vois, moi, ça m'a questionné sur, imaginez maintenant un entrepreneur connu en Europe, tu vois, en Europe francophone, qui a 500 000 abonnés, 1 million, 2 millions, tu vois, qui fait la même chose. À quelle vitesse il est mis en prison? Ouais, je pense que ça part clairement, ça part en vrille, clairement. Ah bah l'AMF, il serait pas d'accord. Hein. Mais du coup, pour revenir à ce truc, c'est que je pense que derrière les personal brands, la force, c'est qu'une fois que quelqu'un a une personal brand, donc là, on a l'exemple de Trump, après, c'est open bar pour faire n'importe quoi, en fait. Et n'importe quoi, donc là, c'est au sens. Enfin, c'est pas forcément au sens péjoratif. Ce que je veux dire, c'est que si demain, par exemple, Yomi cut toutes ses boîtes, il relance quelque chose en une seconde. Pareil pour tous les gens qui ont une brand un peu mainstream. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est le prix d'avoir cette brand-là, je pense. Ouais. Parce que je pense que pour la santé mentale, t'es Yomi Denzel, t'es quelqu'un qui a une brand comme ça doit piquer. Donc, si en tant qu'entrepreneur, tu copies les gros comme ça, et qu'en plus, tu n'as même pas l'incentive, tu n'as même pas le business model derrière, tu as juste le poison, mais tu n'as pas le trésor, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qui est aussi assez sous-estimé. Ouais. Moi, j'aime bien le propos de Tai Lopez là-dessus, qui dit Be a prince, not a king. Et c'est de dire, en fait, tu peux avoir une micro personal brand. Alors, micro, ça peut être quand même centaines de milliers, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est pas 20 millions en France, tu vois. Ouais. Et les revenus qui vont avec. Et en fait, tu as le maximum de revenus et de kiff pour le minimum d'emmerde. Tu en auras quand même un peu. Ouais. Et tu pourrais avoir plus de revenus si tu acceptais plus d'emmerde. Hein. Mais je veux pas. Alors là, je vais prendre la caricature extrême. Je veux pas être milliardaire, trop d'emmerde. Et je veux pas non plus être Thibaut InShape, trop d'emmerde. Et en fait, le juste milieu des deux, de la personal brand assez haute, mais pas trop, juste bien pour en te foutre la paix, et avec le bon niveau de business derrière, pour moi, c'est la maximisation du plaisir. Du plaisir sans les contraintes. Et après, attention, à ce titre, des gens comme Yomi ou autres, hein, ou assimilés, hein, ont accepté un niveau d'emmerde plus élevé que celui que moi je suis prêt à accepter. Et donc, probablement qu'ils construiront quelque chose de plus grand. Et ça, moi, je suis en paix avec ça. Faut aussi se dire à un moment, tu peux pas avoir tout en même temps. Quoi. Tu peux pas avoir le niveau d'impact sans le niveau d'emmerde. Donc, il faut choisir. Ouais, c'est clair, c'est un contrat en fait. C'est un contrat invisible à signer. Et il faut avoir des bonnes raisons de le signer. Et si tu le signes parce que tu veux juste de la fame et de la reconnaissance, je sais pas si la raison elle va être assez forte pour te tenir. Et ouais, c'est clair. Le prix est cher payé. Hein. Ouais, c'est clair. Tu le vois dès que tu as une vidéo qui commence à popper et que tu vois les commentaires qui touchent une sphère plus grande, tu t'y laisses vite des plumes, hein, à mon avis. Enfin, en tout cas, moi, les quelques vidéos que j'ai eues qui sont parties un peu plus mainstream. Moi, j'en ai eu une sur Instagram qui est partie extrêmement virale en organique. En une journée, hein, donc ça allait très très vite. Le soir même, j'avais des humoristes qui faisaient des caricatures de moi. Ouais, on a une campagne de brand awareness qui tourne. Je vous partage régulièrement les commentaires. Le niveau, il est. Ouais, C'est-à-dire que tu prends le gilet jaune moyen, tu prends le plus agressif de chez eux. C'est très raisonnable par rapport aux gens qui commentent. Tu lui tapes la tête contre le mur 2-3 fois pour que les 2-3 neurones qui restent, ils s'enlèvent. Tu le finis au schnaps. Et là, c'est le niveau de commentaire que j'ai sous cette vidéo. Non, c'est chaud. Xerius, tu payerais toi ce prix-là? Non. Non, j'ai pas envie. Moi, je veux juste de l'argent et être tranquille. Je suis pas du tout prêt à payer ça. Vraiment, on sous-estime le fait de juste être bien payé pour faire le métier qu'on aime. Et après, tu peux atteindre plusieurs paliers, tu vois, en fonction des niveaux d'impact que tu veux, ce que tu veux vraiment créer et tout. Mais de pas aller se jeter dans la cage au lion pour rien, quoi. Ouais, moi, c'est un truc, ça m'angoisse. Hein. Tu vois, à la rigueur, si aujourd'hui j'avais une mission, quelque chose qui me tenait à cœur, un message à faire passer, tu vois,
peut-être que je serais prêt à payer le prix d'être mainstream, tu vois, comme Martin Luther King, tu vois, d'être prêt à mourir pour ma mission et pour mon message. Mais aujourd'hui, j'ai pas ça. Et surtout, ouais, il n'y a rien qui vient me chercher aux tripes pour pouvoir prendre ce niveau d'emmerde. Donc au final, je préfère juste avoir une vie cool et faire ce que j'aime et juste kiffer au quotidien. Et après, on verra, tu vois. Genre, peut-être dans une deuxième phase de vie, ça sera différent. Genre, il y a quelque chose qui m'aura touché. Mais pour l'instant, je sais très bien comme ça suffit. Ouais. Baptiste, et toi? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce niveau d'emmerde-là, pour moi, c'est le niveau supérieur. C'est un peu le boss final, quoi. C'est un petit peu, OK, tu as construit ton truc, ça tourne, c'est cool. Et là, tu veux passer au stade où tu as plus d'impact sur le monde autour. Je te prends un exemple. Moi, tu vois, ce qui me rend ouf, c'est de voir. Moi, j'adore quand un expert a poncé un sujet pendant 20 ans et m'en parle, et je trouve ça trop intéressant. Et à chaque fois, je me dis, mais si ce gars-là avait les outils pour avoir une portée médiatique, ce serait incroyable. Alors qu'aujourd'hui, ça va être plutôt, tu vois, parfois des influenceurs un petit peu foireux ou des business coachs un peu douteux, etc., qui vont attirer le plus l'attention. Ouais. Et non, t'es pas aligné avec ça? Si, je suis d'accord avec toi. Je Ouais. lis un contre-exemple. Ouais. Jordan Peterson, avant d'être aussi connu qu'il est connu actuellement, avec ses cours dispo sur YouTube de 7 heures sur l'existence de Dieu, qui faisait des millions de vues. Ouais, c'est vrai. Pour moi, le fait d'aller plus mainstream, ce serait justement le goal, ce serait plus de développer une entreprise. Le goal principal, ce serait plus, tu vois, Transmettre la du savoir. notion, ouais, transmettre du savoir, de l'impact, etc. Donc un peu le step au-dessus dans la spirale dynamique, donc dans le truc. Moi, j'en suis pas là du tout. Donc pour l'instant, c'est pas un objectif. À terme, pourquoi pas. À terme, ce que je trouve très intéressant là derrière aussi, c'est que donc moi de base j'ai un profil vraiment créatif, mais ça m'intéressait pas de faire, enfin j'ai essayé en fait de faire juste freelance artistique, créatif, machin, mais en fait quand il n'y a pas de business model derrière, je trouve que c'est un truc qui s'autodétruit parce que au final tu n'as jamais de quoi financer, donc tu te retrouves à plus pouvoir le faire, à devoir faire d'autres trucs que tu aimes encore moins et tout. Le fait d'avoir une boîte avec un business model, un message avec lequel tu es aligné et la possibilité de faire des œuvres, limite des films, sauf que tu dépends pas d'aller chercher Regarde MrBeast. Hein. Ouais, par exemple. Je veux pas être MrBeast. Et la façon dont il crée du contenu et ce qu'il crée comme contenu, j'estime à titre personnel que c'est mauvais pour la société et que les entrepreneurs devraient surtout pas faire ça. Mais je suis aussi admiratif du fait que le mec, à la fin là, il vient de sortir tout un truc avec Amazon. Putain, t'as décidé de faire une vidéo, t'as une idée dans ta tête, et t'as 5 millions pour la réaliser. Ouais, c'est Le excellent. niveau d'éclat. En fait, t'es un enfant avec des Lego géants, quoi. La vie est un Lego, quoi. T'as 5 millions, mais enfin, après ça, je sais pas, parce que j'y suis pas encore, mais je pense que si c'est ton business derrière, la structure de monétisation, t'as aussi moins de contraintes par rapport à, je sais pas, les mecs du cinéma où en fait c'est la région machin qui te donne le financement et ça fait un tweet, en fait on te cut le truc, ou tu vois. C'est ça que je trouve assez enthousiasmant. C'est le permissionless marketing, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'est un truc que je trouve très enthousiasmant à long terme. J'ai pas envie d'y aller maintenant du tout. Enfin, et ça n'aurait pas de sens par rapport à mon business actuel, quoi. Mais je trouve l'idée enthousiasmante, encore une fois, pour un profil comme moi, tu vois, qui kiffe le fait de faire le truc en soi, qui attend pas l'output, tu vois. Si pour un profil entrepreneur qui veut juste l'output, ça n'a aucun sens pour moi, tu vois. À moins de vouloir faire une méga brand e-commerce ou autre, quoi. Mais j'ai entendu une petite lumière dans la tête de Xerius s'allumer qui disait putain, si j'avais 5 millions pour faire une pub. mais c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ça. En fait, vraiment, en fait, le truc, je pense, qui me frustre le plus, genre aujourd'hui, dans ma vie, et ce qui m'a frustré par le passé, c'est de ne pas avoir les moyens de jouer par rapport au niveau de jeu que j'ai envie. Genre, parce que faire un petit test avec 100 balles, c'est chiant. Enfin, t'es vite limité, tu peux faire qu'une pub. Mais si tu as 5 millions et que tu peux tester genre 5000 pubs, imagine la data que tu peux avoir, quoi. Et ça, en fait, je m'en fous de pas avoir de brand si j'ai 5 millions pour faire des tests et pour m'amuser. Hein. Tu vois, genre. Après, c'est sûr que quand tu as une brand, tu peux faire des recrutements et tout. Mais c'est
C'est un jeu différent. Moi, ce que j'aime avec la brand, c'est de pouvoir s'en servir pour aider les autres. Tu vois spoiler, retour en arrière rapide. Dans mon enfance, les trucs qui ont été les plus difficiles, c'est quand je me suis senti démuni quand j'ai voulu aider quelqu'un, que ce soit physiquement, mentalement, financièrement, etc. Il y a eu pas mal de trucs assez durs dans ma vie vis-à-vis de ça, où j'ai vu des gens qui allaient pas bien devant moi, où j'aurais voulu les aider, où j'ai pas pu. Et d'abord, en premier état, quand je suis adolescent, je me suis remplumé un peu. Bon, que maintenant, je peux aider les gens physiquement. Puis ensuite, je commence à gagner un peu plus d'argent. Et maintenant, si j'ai envie d'aider un ami proche, je peux l'aider financièrement. Et là, je commence tout doucement. C'est que le tout début. Arriver dans un jeu où j'ai de la brand, où j'ai du network, etc. Et où je peux l'aider par de l'influence. Et arriver à un stade, tu vois, j'ai vu Oussama le faire là très récemment en associant son image avec quelqu'un avec qui monte un business de reprenariat, où en fait, il a juste à faire un post, mettre la personne en gros, dire c'est trop bien ce que cette personne elle fait, et la personne elle a un boost de chiffre d'affaires, de visibilité, de notoriété et d'accès à des contacts instantanés. Ça, je trouve ça super cool, tu vois. Quand tu as le niveau pour faire ça, et que ton jeu, c'est juste de repérer des gens qui ont de potentiel et leur mettre un boost d'exposition, tu vois, je trouve ça trop cool. Ça, je trouve ça hyper intéressant, et moi, c'est un peu dans cette direction que je suis en train d'aller. Ouais, en fait, le business ne devient... Enfin, tu n'es plus bloqué par des moyens, tu peux juste faire tout ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est sûr que sans la brand, juste avec de l'argent, tu peux pas le faire encore. Enfin, tu peux pas le faire. C'est différent. Ouais, puis le levier du truc, quoi. En un post, l'impact que tu peux avoir, c'est très, très, très enthousiasmant comme perspective, clairement. Clairement. Est-ce que c'est la raison d'exister de shows comme Sans Permission en France, mais comme Impulsive aux US, comme All In Podcast et tous ces trucs-là? Ou est-ce que ils ont créé ça pour d'autres raisons et c'est une conséquence? Baptiste, c'est quoi ta lecture là-dessus? Ma lecture là-dessus, si on prend par exemple Sans Permission, c'est juste... je pense que des fois, on attribue... on pense que les gens ont des stratégies et tout, des master plans depuis 15 ans, alors qu'en fait, ils se sont juste assis à côté et ils se sont dit on va filmer, ça va être cool. Sans Permission, de base, c'est Yomi Osama qui discute derrière le micro. Je pense que Yomi, il sait quand même ce qu'il fait et que lui, il a des produits avec et tout. Je pense qu'Osama, il s'en tape, tu vois, ils sont en mode bon, bah, on va discuter entre potes, c'est cool, et puis ça fait grossir le podcast. Je pense qu'il y a les conséquences. Enfin, ce que je veux dire, c'est la réflexion là, il y a des conséquences des outputs et tout qui ont été constatées, donc ils peuvent pousser, mais je pense que l'intention de départ, c'était pas ça, quoi. Et je pense que c'est ça qui est beau d'ailleurs dans la plupart des trucs, c'est les œuvres un peu magiques, tu vois, même d'un point de vue média. Pour moi, c'est des trucs qui sont pas forcément calculés. Et après, tu as des grosses marques qui disent ah, il y a cette tendance, les UGC, on va essayer c'est ce qui marche, et donc on va essayer de faire le truc qui marche, et du coup, c'est sans âme et fade. Tu vois, si on prend les documentaires d'artistes, par exemple, il y a celui sur Orelsan, que moi j'aime beaucoup, où en fait, le concept, c'est OK, le petit frère d'Orelsan a filmé Orelsan depuis le début, même quand ils n'avaient pas percé, ils font un gros documentaire. Bah, maintenant, ça marche. Donc là, tu vois, on peut regarder de l'extérieur en disant, ça, c'est le format qui marche, donc c'est calculé de faire ça et tout. Mais il y a 20 ans, quand le petit frère il commence à filmer, il n'a pas de master plan, tu vois. C'est juste, il suit le flow et voilà. Donc, pour moi, il y a aussi... il y a plein de manières de créer du contenu, et il y a aussi une manière qui est aussi juste de suivre un flow. Et je pense qu'il y a des créateurs où on leur a attribué un peu, genre, si on va faire des analyses, genre le génie de Lena Situation, le génie de Sam Solek et tout, bah, peut-être qu'en fait, c'est juste, ils ont suivi leur flow. Il y a eu une conjoncture de marché sur l'offre-demande de l'attention qui a fait que ça a pété. Et du coup, là, ouais. Je sais pas si tu vois ce que... Je vois tout à fait, c'est un biais cognitif, je n'ai plus le terme exactement. En gros, c'est le biais d'analyse a posteriori. C'est de dire a posteriori qu'un truc était logique et calculé, alors qu'en fait, quand on était 5 ans en avant, impossible de le prédire, ce truc-là, quoi. Et du coup, le learning de tout ça, je pense que c'est parfois, et dans la création de contenu notamment, la création de sa brand et tout, parfois, on ne peut pas forcément le calculer ou tu vois, le déléguer à une agence à 100% en mode faites-moi ce qui marche. Mais parfois, c'est aussi de suivre de l'alchimie. Ouais, de faire éclore son truc. Enfin voilà, ça s'explique pas trop. Et si on pouvait. Le bouquin de Rory Sutherland, je
crois que c'est Rory 150 si j'ai un doute, qui s'appelle Alchemy justement, et très 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 Ok. bien sur ce sujet, Ok. qui explique justement que en fait des fois il y a des trucs, il y a un sous-jacent, il y a de la grâce, il y a quelque chose qui fait que ça marche, mais on pouvait pas prédire que ça allait marcher quoi. Hmm. Ouais. Ouais. Et ouais, carrément, carrément. Et des fois, justement, en fait, du coup, là, pour moi, si on devait tirer un peu un learning de ça, c'est bien de laisser un peu de place à l'innovation dans ces stratégies de contenu et même partout, hein, mais du coup, si on parle du contenu, c'est bien de dire, OK, dans ma stratégie, il y a 80% du temps où j'essaie de taper juste là où ça marche, là où ce que le marché veut et tout, mais je me laisse quand même une place pour innover, pour faire des trucs qui n'ont jamais été faits. Parce que si je me contente de copier les trucs top performants, je vais jamais créer ma brand à moi, en fait. Je serai juste une copie des autres qui pourra peut-être marcher, mais je vais jamais trouver la singularité. Et voilà. Et en gros, c'est au lieu d'essayer de surfer la vague, devenir le bateau qui crée la vague, quoi. J'aime bien. J'ai une question pour chacun pour finir tranquillement cet épisode. Xerius, on a l'émission Brain and Bullshit. Comment est-ce que on x10 le niveau d'attention qu'elle a aujourd'hui, mais seulement avec tes compétences, à savoir ads, funnel, VSL, web market? Comment tu ferais? Bah, en fait, si tu prends une VSL, c'est rien d'autre qu'une vidéo YouTube très bien écrite, scriptée, hook. Après, le corps, tu fais en sorte que tu gardes l'attention jusqu'à la fin et après, tu fais le CTR. Et si tu prends, du coup, si tu prends juste ça, comment capter de l'attention? Tu écris, Il faudrait que nos épisodes soient scriptés, qu'on en fasse des VSL. Faudrait que, non, on choisisse d'abord le titre, genre qu'on écrive le titre, qu'on sache exactement genre comment on se positionne, titre, miniature, comme une VSL. Parce que en fait, le titre, c'est quoi? C'est la promesse de ta pub, c'est la promesse qui est sur ta landing page. C'est ce qui donne envie de cliquer. Ensuite, dans les premières secondes, on réfléchit. Par contre, là, c'est super important. Genre, on réfléchit à l'intro, parce qu'une fois que les gens ont cliqué, genre, on se dit en off, avant les épisodes, on se dit qu'est-ce qu'on va dire dans les 2 premières minutes qui va susciter l'intérêt, créer le désir pour connaître la suite, et sans leur donner la réponse tout de suite, mais la réponse, ils l'auront plus tard. Et tout au long de l'épisode, il y a un d'entre nous qui se dit, qui récapitule ce qu'on vient de voir ensemble. Ok, donc on a vu ça, et du coup, qui fait une boucle sur ce qu'on va voir ensuite. Mais là, il se trouve qu'on ne sait pas ce qu'on va voir ensuite. Donc, il faudrait un minimum le préparer pour garder l'attention des gens, tu vois. Et teaser sur la suite, augmenter le watch time. Une fois qu'on a un bon watch time et un bon taux de clic, je pense que là, on fait exploser le podcast. Quelle stratégie de diffusion en ads pour promouvoir le podcast? En ads. Moi, je sais ce que les gens ils font aux US et au UK quand ils veulent Ouais. faire une stratégie de promo des podcasts en ads. Mais toi, tu ferais comment? Déjà, plusieurs choses. Je pense que je partirais pas dans un premier temps sur les ads. Je partirais sur... c'est une stratégie là aux US qu'ils font beaucoup et qui cartonne, notamment chez The Diary of a CEO, tu vois, genre le journal d'un CEO. Il fait 2 millions par mois avec un podcast. Et en fait, je pense que je partirais sur une stratégie similaire qui est tu fais très bien cette chose-là, Jérémy. Moi, je le fais moins bien. Et je pense que dans toutes les personnes là, je pense que tu le fais le mieux. C'est en très peu de temps sortir une punchline qui peut être polémique, tu vois, qui peut faire de la polémique. Toi, t'as des opinions et tu les dis et sur un temps très rapide, tu vois, sur un temps très court, ce qui fait qu'on pourrait prendre juste cet extrait et cet extrait pourrait être un réel. Donc après, tu t'expliques, mais il y a cette partie de punchline au tout début du réel, ce qui fait qu'il a le potentiel de percer, de décoller, tu vois. Au juste de faire du Opus Pro ou du CapCut ou prendre des extraits au hasard, on met la punchline au début et si on choisit très minutieusement chacun des passages où il y a de la punchline, en fait, déjà, on a du trafic gratuit. Enfin, gratuit, c'est le monteur et tout, mais il y a du trafic qui vient sur le podcast. Et juste avec ça, si on fait des réels très cutés, très rapides, très punchline, très provocateurs, et même après le podcast, on peut se dire, enfin, dans l'analyse ou post-analyse, on peut se dire, qu'est-ce qui est susceptible de percer en fait dans le podcast si on le réécoute,
Et si on n'a pas été assez punchy, si on n'a pas été assez croustillant, genre on le refait. C'est-à-dire que je me remets dans cette situation, je mets ma caméra et je redis la phrase punchline. C'est beaucoup de travail. Oh là là. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais si Tu tu m'as veux fatigué, là. Bah non, tu as juste à recruter une personne qui va regarder toute la vidéo, qui va se dire ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là. Et si c'est pas assez croustillant, qui va te dire retourne avec cette phrase et ensuite au montage, elle le met et elle les poste. Tu vois. Si Ça, je vous le êtes un ferai. si vous êtes un petit crack du social media qui écoutez cet épisode et que vous avez envie de nous proposer un deal pour faire ça pour nous sur les formats courts, sachant que je refuse catégoriquement que vous foutiez ma gueule sur TikTok, écrivez-nous, on en discute. Ensuite, sur les formats du coup qui ont percé, là, je peux les diffuser en ads. Ok, donc la vidéo, elle a fait 50 000 vues. Je la diffuse en ads parce que j'ai un concept qui a marché. Tu vois, et je Ok. dépense pas du budget sur ce qui n'a pas marché. Tu testes en organique toutes les punchlines sous forme d'extrait et tu prends les meilleurs pour en faire de l'ads qui retarget vers le podcast. Ouais, exactement. Intéressant. Baptiste, avec tes compétences, YouTube, organique, tout ce que tu sais faire, toi, tu fais comment? Moi, je pars de l'angle de chaque épisode, un peu comme l'évoque Xerius, et je me pose la question, ce sujet-là, comment on peut l'adresser d'une manière qui fera plus de vues? Donc, par exemple, l'arnaque des challenges et des webinaires. Ok, ou alors, ouais, je regarde à côté sur mon autre écran. Comment on peut trouver un autre angle ou une autre manière de le traiter qui attirera plus l'attention en associant ça à des mecs déjà connus, à des gens déjà connus, machin, machin. Donc, par exemple, l'arnaque du low ticket et des groupes school. Est-ce que, ok, bon, là, c'est pas mal déjà, mais est-ce qu'il y a une manière de foutre Hormozy ou Sam Ovens dans la boucle en mode tu vas trouver des contre-pieds un peu plus forts sur les angles et sur les hooks, du coup, vraiment faire des punchlines là-dessus, comme l'a dit Xerius, en gros. Alors, moi, je commencerai par faire ça. Donc, d'un point de vue organisation, je ferai un petit brainstorming de c'est quoi tous les thèmes dont on a envie de parler. OK. Et après, je ferai un brainstorming de par thème, trouver 5 titres possibles, 5 idées de miniatures et tout, les figer et ne tourner que quand on sait déjà, tu vois. Parce que comme ça, on sait comment l'anglais autour de sujets qui vont mieux marcher. Donc, globalement, ça ne change pas des tonnes de trucs par rapport à ce qui est fait là, mais un peu plus d'orga amont, en gros. Plus de travail du concept, quoi. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Et tout en restant, tu vois, faut quand même qu'on soit aligné avec les titres et tout qui sont choisis. Il faut que le combo titre miniature, il soit audacieux, mais il ne faut pas non plus tu vois, il y a beaucoup de gens qui prennent des angles méga négatifs, tu vois. Genre, pourquoi, je sais pas, pourquoi le business d'Antoine Blanco est en train de faire faillite ou des trucs comme ça. Ah, putain, il me fatigue avec ça. Et en fait, ça fait des vues, mais non, mais ça y est, ça m'a saoulé parce que je l'ai vu passer. Antoine Blanco, il a fait une ascension de 0 à 450 000 en moins de 6 mois. Derrière, il s'est stabilisé à seulement 350, 400. Ça y est, son business cool. Niquez-vous, putain. Ouais, tu vois. En un mois, il fait votre CA annuel. Arrêtez de tchatcher, quoi. Ça me rend... Les gens qui font ça, vraiment, ça me rend fou, tu vois. Bah, du coup, ça, c'est typiquement pour moi le truc dans lequel il ne faut pas forcément tomber, quoi. Ouais, c'est les dérives. Ok, il faut trouver des angles aguicheurs audacieux, mais il faut pas flinguer sa brand pour autant. Et imagine, tu fais ça, tu le croises en event après, genre, t'as l'air con, quoi. Genre, ça veut dire que tu pars du postulat que tu seras jamais dans la cour des mecs, quoi. Ouais. D'ailleurs, quand on a fait l'épisode l'arnaque des webinaires et des challenges, nous, on l'a tourné en décembre, donc bien avant tous les challenges de janvier, y compris celui de Yomi, celui de Margot Kunigo, celui de plein de gens. Et on l'a sorti à ce moment-là, et tout le monde est persuadé que c'était une attaque directe envers eux, alors que on les attaque pas eux. On n'attaque même pas l'outil marketing. Ouais, vous on dites dit juste que mettre cet outil marketing entre les mains des débutants, c'est une arnaque, c'est pas bon du tout. Il faut pas. Et les gens, ils croyaient tous qu'ils allaient avoir du drama de ouf, qu'on allait être méchant avec eux. Non, calmez-vous, je les aime bien en fait. Ouais, c'est là où je trouve que c'est bien. Après, ça dépend de la brand que tu veux faire, mais c'est bien de trouver aussi une manière d'aborder positivement les thèmes. Parce qu'on sait qu'il y a le biais de négativité qui marche sur YouTube, mais si tu fais que de ça, tu attires des gens qui veulent du sang, tu te crées une image de mec qui crache dans le dos des autres. Moi, c'est mon jeu avec Xerius. C'est comment je fais pour que le combo titre miniature dise ah, arnaque, danger, au secours. Les 5 premières minutes, je défonce le truc. Et ensuite, on passe avec Xerius 50 à 55 minutes à essayer de trouver des contre-arguments, à dire du bien, à parler des gens qu'on aime bien quand même, etc. Tu vois. Ouais.
Ça a l'air de Ouais, bien marcher pour l'instant de faire ça comme ça. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, il y a une grosse partie des gens qui vont quand même voir le titre de la miniature et pas voir la vidéo. Donc, il faut aussi garder ça en tête, je pense. Si tu es tenté de faire une énorme folie sur le titre miniature, Ouais, c'est bien sûr. cool. Mais bon, bah voilà. Et c'est pour ça que cet épisode s'appellera l'arnaque de vouloir copier Oui, Yomi voilà. Denzel et qui Et ne non le pas, remet pas lui en question particulièrement en fait, mais par contre ce qui remet clairement en Ouais. question tous les gens qui essaient de faire exactement comme lui et pourquoi c'est une hérésie quoi. Ouais, carrément, carrément. Et c'est ça qui est un peu délicat, je pense, d'en trouver les angles. Surtout quand tu es un peu dans le. Enfin, encore, tu vois, t'es youtubeur, tu vas pas croiser les mecs, tu t'en fous, tu parles pas à des gens du milieu. Là, c'est pas le cas. Si tu es Nous c'est entrepreneur, nous c'est tous nos copains ou nos copains potentiels quoi. voilà. Donc, tu sais que si tu fais n'importe quoi sur une petite miniature, tu croises le mec à un event, C'est pas t'as cool. l'air con, C'est pas quoi, cool. genre. Puis, ouais, c'est clair. Ouais. Toi, Xerius, tu voulais Jérémy, tu ajouter un ferais truc comment du coup? Ouais, tu ferais comment pour développer le podcast? Moi je miserais sur mes forces, donc je miserais sur les invités, je pense. Je trouverais des angles croustillants avec des invités stylés. Et je me démerderais pour que ce soit mes invités qui fassent non pas forcément la valeur de l'épisode, mais sa viralité. Et j'utiliserai une stratégie Steven Bartlett, Diary of a CEO. Mmh. Et parce que on n'a pas des méga brands, nous, ici. On a Ouais. des petites brands dans notre écosystème. Hein. Dans notre écosystème, tout le monde sait qui on est, mais juste dans notre écosystème. Il n'y a personne qui sait qui on est en dehors. Donc, je ne peux pas avoir une stratégie sans permission où Yomi Usama était déjà connu. Tu vois donc, nous, on doit miser sur des invités plus connus que nous si on voulait juste faire de la diffusion à plus grande échelle. Ce Ouais. serait l'inverse. Ouais, moi, dans ce cas, je challengerais la volonté de faire de la diffusion à plus grande échelle. Aussi. C'est quoi, en gros, Ouais, c'est quoi la complètement. raison d'être de ce podcast? Et est-ce que la stratégie est alignée avec cette raison d'être ou est-ce que non, quoi? Parce que si c'est inviter des gros mecs, faire des vues, mais en fait, le but du podcast, c'était plus déjà de kiffer et puis de faire du nurturing sur les programmes avancés, Ouais, bien sûr. aucun sens, tu vois? C'était complètement le sujet. Hein. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a raconté dans cet épisode, je tiens à le dire parce que actuellement, je suis en train de préparer un cours sur que j'ai appelé 8 Figures Personal Branding, donc le personal branding à 10 millions, où vraiment de 0 à 10K par mois. Alors, je mets 10K pour faire un palier facile à comprendre. Vous savez tous que c'est pas, voilà, c'est pas une promesse à la con. Hein. 0 à 10K, un seul réseau social. 10 à 50, on parle de chiffre d'affaires par mois. 10 à 50K, un seul réseau social et tu ouvres une seule régie publicitaire avec un funnel VSL simple, etc. De 50 à 100, tu ouvres du contenu long terme avec YouTube, podcast, newsletter, etc. De 100 à 200, tu ouvres toutes les régies publicitaires et tous les réseaux sociaux, etc. Et de 0 à 100, c'est ce qu'on voit dans le mastermind. Et moi, je pense qu'à partir de 50, on peut commencer à prendre des gens avec qui travailler sur YouTube et à partir de 100 sur Instagram, tu vois. Ça, c'est mon avis personnel. Baptiste, toi, les clients que tu as, c'est dans quel range en général? En fait, moi, j'en ai qui ont priorisé YouTube, tu vois? Et par Mhm. exemple, qui font 20-30K par mois, tout ça, mais vraiment full YouTube. Ok. Et qui, eux, à ce moment-là, disent: «OK, bah, là, on va lancer nos ads, nos machins et tout», tu vois? Mais qui ont commencé j'en ai certains qui ont attaqué par YouTube. Après, un pur débutant, machin, qui est pas très aware réseaux sociaux et tout, je lui conseillais pas de commencer par YouTube, tu vois? C'est le plus dur. Ouais. Ça dépend un peu du feeling de chacun, mais en tout cas, moi, du coup, les gens qui arrivent chez moi, bah, forcément, c'est qu'ils s'intéressent à YouTube, sinon ils ils seraient pas Ouais, là. donc il y a un biais, quoi. Donc il y a un biais, il y a un biais. Mais certains, pour certains, ça marche bien, et ils sont, généralement, tu vois, ils ont entre 1 000 et 30 000 abonnés et YouTube leur apporte entre 2 et 20-30 000 par mois de CA et ils sont contents et après ils vont scaler avec plus des Intéressant. ads, des trucs comme ça, quoi. Xerius, quand est-ce qu'on ouvre YouTube pour toi? Bah, justement, j'ai une question là. J'ai une question et je pense que ça peut être une bonne étude de cas pour les personnes qui sont restées jusque-là. Tant que je vous ai tous les deux en live, je vais vous partager ma réflexion. Sur YouTube, je pense que l'autorité, c'est plus important que qui t'es, tu vois. Genre, je pense que si tu montres ce que tu as fait, les gens sont plus intéressés Oui. que juste par ta personne. Et donc, la réflexion que j'avais, c'est au lieu de dire Xerius Moghi, dire Xerius Moghi, le marketeur de Jeremy Coleman ou de Coleman Publishing, tu vois, un truc comme ça. Et en termes de stratégie de contenu, de partager les coulisses, genre ce que je mets en place,
les résultats qu'on a, les réflexions, etc., sans forcément donner des trucs ultra pointus et confidentiels. Mais voilà, donner de la valeur par rapport à mon autorité. Et j'aurais bien aimé savoir, en fait, votre avis sur ça, si c'est une bonne idée, quelles sont les limites, quels sont les avantages, et si c'est un bon positionnement. Sachant que j'ai rien à vendre aujourd'hui et que je prends pas spécialement, j'ai pas de porte ouverte pour des nouveaux clients et tout, et que j'ai pas et que le seul truc que je fais à côté, c'est que je forme des bras droits à devenir CMO/COO, un peu un mix des deux selon leurs compétences. Moi, je le ferai pas comme ça. Je pense que j'utiliserai effectivement l'argument d'autorité de je suis le CMO de KP. Ça, en fait, parce que d'un côté, ça dit rien, mais en fait, juste ça pose je maîtrise mon sujet, en fait. Point. Mais le nombre de personnes qui sont intéressées par l'intérieur de KP et comment on fait notre marketing, il est assez limité, je pense. Il y en a, c'est sûr et certain. Mais bon, c'est très bien, tu vas faire 80 vues chez nos concurrents et nos clients. Par contre, de dire je suis le CMO de KP et à ce titre, je vais analyser les strates marketing des plus grands US, des plus grands en Europe, de telle star qui vient de lancer un truc, etc. Mais je n'analyse que leur marketing, hein, leur funnel, leurs ads, leurs moyens de conversion, etc. Mais je prends des gens vachement plus connus que KP et que Jérémy. Tu démontres de l'expertise, tu as de l'autorité parce que tu as posé la casquette CMO, je sais de quoi je parle, et tu attires l'attention de plus de gens, mais ça reste quand même des gens intéressés, vers des sujets plus larges. Un peu la stratégie marketing mania, mais en plus niché quand même, tu vois. Moi, je pense que j'aurais plutôt approché ça comme ça. Intéressant, ok. Et Baptiste, vas-y, ton avis, hein, je suis curieux aussi. Ouais, moi je la jouerais aussi comme ça. CMO de KP, pour moi, c'est ton argument d'autorité. C'est la phrase, en fait, c'est la petite phrase que tu dis et qui pose le décor en une seconde, tu vois. Et après, effectivement, dans quoi traiter dans les vidéos, moi, je suis totalement aligné avec ce que dit Jérémy. Et tu peux aussi, du coup, utiliser tes propres clients comme des case studies qui rentrent pile dans ta ligne édito. Enfin, en tout cas, moi, je fais exactement ça, mais version YouTube, tu vois. Et donc, tu peux très bien avoir des vidéos où tu analyses les funnels de XYZ, de Charlie Morgan, de machin, les gros du marché que tes prospects type regardent déjà, tu vois, même si toi, tu cherches pas de clients. Tu peux aussi faire des case studies de tes propres clients, de Jérémy, d'autres, et toujours les angler comme des bonnes vidéos YouTube, genre avec une problématique claire. Et si toi, tu as un mécanisme en particulier dont tu veux faire la promotion, genre c'est le VSL funnel du coup, ou Ouais, ouais. plus, ouais. Bah, du coup, tu peux analyser les meilleurs VSL funnel d'entrepreneurs, des case studies de tes entrepreneurs, enfin tes clients à toi. Et... Regarde actuellement Dan Henry, qui est donc un Américain qui est installé à Dubaï actuellement. Avec Tony Robbins, j'ai vu, j'ai kiffé. Ouais, Dan Henry, son nouveau truc, c'est le pitch. C'est que vous pitchiez en VSL, que vous pitchiez en webinaire, que vous pitchiez sur scène, le bon pitch vous fera des millions, même pas besoin d'équipe de vente. C'est son truc actuellement, c'est sa narrative. Et actuellement, il analyse des sales pitch de Hormozy, de tous les gens ultra connus, mais aussi de Tony Robbins, de Oprah. Je l'ai vu analyser les téléachats de Billy Mays à l'époque aux US, qui est connu seulement pour ceux qui connaissent un peu la culture US, qui montrait des trucs Vanish Oxy Action version américaine, quoi. Et il analyse des pitchs de vente comme ça, de trucs très très vieux, très très récents. Et c'est son seul truc, tu vois. Il parle de pitch. Et toi, tu pourrais faire la même chose avec des VSL. Tu pourrais aller chercher des VSL ancestrales. Ouais, carrément. J'analyse la VSL de nanana. Ça peut être puissant. J'analyse la VSL qui a rapporté tant en X minutes ou je sais pas. Et ça, du coup, en termes de positionnement, c'est pas trop niché dans le sens où je suis pas copywriter. En fait, ça dépend de ton. Je pense que ça dépend de ton objectif avec cette chaîne. C'est quoi ton intention en fait? Notoriété à 10 ans. Marque. Moi, je pense que c'est quand même une bonne manière de démarrer. Parce que t'es pas obligé de faire que les VSL dans ce cas, tu vois. Tu peux analyser les systèmes marketing au sens large, quoi. Mais Les funnels, les ads, les strates de conversion. Tout le web marketing, en fait. Ouais, c'est ça. Ok.
Et de temps en temps, tu peux faire un contenu plus masterclass où là, c'est toi qui délivres ton expertise sans la racoler à autre chose. Mais tu la brand autour peut-être de KP, tu vois, genre le système marketing qui a rapporté tant en 12 mois. Enfin, je sais pas, tu vois, faut trouver, mais tu la back sur des preuves à chaque fois, quoi. Tu pars du principe que toi-même, t'es pas encore réputé, donc t'es pas une preuve en soi. Et voilà, quoi. Ok, merci pour cette étude de cas. Très cool. Qu'est-ce qu'on leur dit comme mot de la fin pour ceux qui sont restés jusqu'ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, avec quoi ils doivent repartir, de quoi ils doivent se souvenir? Et pendant que Baptiste et Xerius réfléchissent avant de vous le dire, moi je vous dis de ne pas oublier de mettre un pouce, un commentaire, un abonnement, 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de partager ça à un ami, parce que c'est comme ça qu'on fera des épisodes toujours plus cool si vous êtes toujours plus nombreux. Mot de la fin, Moi, les gars. j'aurais envie de dire, premièrement, est-ce que vous voulez être célèbre ou riche? Plus simple d'être riche dans un premier temps. Deuxièmement, relisez le titre. Ne copiez pas Guillaume et Denzel. Et si vous voulez savoir pourquoi, réécoutez encore une fois et prenez des notes. Remettez la vidéo une deuxième fois, c'est bon pour le watch time. Voilà. Baptiste, mot de la fin. Ouais, je dirais si vous êtes tenté de copier les gros, posez-vous la question de pourquoi vous voulez le faire. Pourquoi eux, ils le font et vous, pourquoi vous voulez le faire? Est-ce que vous avez un combat profond à mener qui justifie ça? Ou est-ce que vous êtes plus comme un mec en CM1 qui veut copier les mecs en 6e? Et dans 99% des cas, je pense que ce ne sera pas une super idée de les copier. À part si vraiment, voilà, vous êtes... Bon bref, vous avez compris. Et si vous hésitez toujours, réécoutez la vidéo et puis là, vous arriverez à la conclusion qu'il ne faut pas les copier dans 99% des cas, donc probablement dans le vôtre. Merci à tous et à la semaine prochaine. À plus. Ciao.